Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons Franck Martini. Bonjour monsieur, merci de nous répondre à notre invitation. Vous êtes là, ce n'est pas la première fois avec nous et nous sommes ravis de vous recevoir de nouveau. Les auditeurs de Radio Courtoisie commencent à bien vous connaître maintenant, parce que c'est votre troisième passage. Il s'agit d'un troisième livre, puisque les deux précédents passages concernaient deux autres publications. Donc votre dernier livre qui vient de paraître il y a à peine quelques semaines, Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire. Donc c'est un peu la suite des deux premiers, et qui sont sortis les deux depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans à peu près. On rappelle les titres du Ciel à la Terre, Métamorphose égalitaire, suivi de La civilisation du néant, pour lequel on vous avait reçu un commentaire sur l'effondrement en cours. Donc c'est le troisième volume, dans lequel cette fois-ci il y a des propositions. Vous parlez d'une sorte de contre-proposition par rapport à la démocratie libérale. Vous appelez donc votre proposition, vous, c'est plutôt la démocratie populaire. Alors, première question comme ça, vous parlez de confiscation de la souveraineté. Enfin, vous proposez autre chose, que vous considérez que les démocraties libérales confisquent la souveraineté du peuple. Oui. Alors, qui confisque la souveraineté? Enfin, ma question est très simple. Pourquoi la souveraineté des démocraties libérales sont-elles confisquées et par qui? Très bien. Merci. Alors, moi, je sais parce que j'ai lu votre invitation. Mais donc une première remarque liminaire déjà. Oui. On parle de démocratie libérale, c'est dans le vocabulaire évidemment courant. Mais les deux termes démocratie et libéralisme mis ensemble, c'est pas quelque chose qui va spontanément de soi. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les démocraties libérales. Jusqu'à la fin du XVIIIe, personne n'aurait mis à ce système-là l'étiquette de démocratie, en fait. On appelait ça du gouvernement représentatif. Il y a la démocratie censitaire, il y a une époque. Alors, la démocratie censitaire, c'est encore libéral. Une réduction encore de la démocratie telle qu'on connaît, puisque le suffrage est avec limité. la démocratie libérale, un peu. Oui, mais la démocratie libérale, c'est du gouvernement représentatif, c'est le système anglais dont parle Rousseau, mais j'allais dire, au cours des siècles, l'idée d'un gouvernement représentatif et le fait qu'on l'appelle démocratie, ça n'allait pas du tout de soi. Et d'une certaine manière, j'allais dire que les systèmes parlementaires libéraux ont préempté le mot de démocratie, mais on peut aussi considérer à juste titre qu'il s'agit quand même d'une forme d'imposture. Oui, parce qu'en fait, maintenant, comme vous le dites, ça va de soi alors que ça ne le devrait pas, et on associe forcément la démocratie au système tel qu'on le connaît en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc, pas du tout conforme à ce qu'a pu être, en tout cas, la démocratie. Des origines, bien évidemment, mais on ne va pas faire forcément un retour à l'Antiquité, oui. Mais dans d'autres formes de démocratie qui sont directes, et où vous avez un corps de citoyens qui agit directement et qui choisit directement avec une souveraineté incarnée. Oui. On va même plus loin parce qu'on accuse maintenant, les démocraties libérales accusent les démocraties populaires, quand elles existent ou quand elles sont proposées, de dictature populiste. Oui, absolument. On vous dit, mais si tout le monde vote, c'est une forme de dictature. Je ne sais pas comment le raisonnement est fait, mais... Je complète la question de Richard. Il y a même un mot qui est apparu chez les politologues, puis maintenant dans les grands médias, c'est celui d'illibéral. On a parlé beaucoup pour la Hongrie. Avec qui fait allusion à une sorte de régime autoritaire. On appelle les démocraties. C'est ça. C'est-à-dire que dans la posture où on dit finalement la démocratie libérale, c'est toute la démocratie et c'est une démocratie, ça c'est la première partie de la proposition. La deuxième partie de la proposition, c'est tout ce qui n'en est pas est autoritaire. Et donc à dénoncer comme antidémocratique, fascisant ou... le peuple est fasciste. Quand le peuple s'exprime, il a tendance... Le peuple est fasciste, voilà. Absolument. Donc on arrive aujourd'hui à une situation invraisemblable où la démocratie est prise en otage par des élites pour la protéger du peuple. C'est une situation un peu extraordinaire. Donc cette démocratie libérale,
elle parle de souveraineté populaire, mais bien entendu par le biais des représentants. Il y a eu des critiques évidemment de ce système depuis très, très longtemps. Mais par contre, la droite, et depuis les contre-révolutionnaires, depuis le début du 19e siècle, a eu une critique forte de la démocratie représentative, mais n'a jamais vraiment, à mon sens, cherché à creuser la question de la démocratie, par contre. Elle a ramené la démocratie au règne de la quantité, de la médiocrité, de choses comme ça, du règne de l'opinion. Par contre, il n'y a pas eu de tentative de droite de creuser réellement le concept de démocratie. C'est véritablement dommage. Ouais. Ces critiques étaient la plupart du temps des monarchistes, des partisans de l'Ancien Régime, Mestre, Bonald, Burke en Angleterre, etc. Voilà, jusqu'à Maurras. Jusqu'à Maurras, en effet, ouais. et à tous leurs disciples. Oui. Mais on devrait peut-être faire un point technique quand même au début pour que vous définissiez exactement ce que vous entendez par libéralisme. Là, on n'est pas dans la... Alors, le libéralisme, la doctrine économique, je vais pas c'est prendre... plus large que ça. Oui, parce souvent le mot libéralisme est restreint à l'économie. Oui. Or, il ne s'agit pas de ça. Non, donc faut bien non, le libéralisme, c'est effectivement un ensemble de doctrines qui portent sur la société et qui portent sur l'économie, qui ont été développées par de nombreux auteurs, évidemment, et notamment par des philosophes des Lumières. Moi, ce dont je parle, c'est le libéralisme réel, d'une certaine manière, c'est-à-dire le libéralisme tel qu'il se met en place à travers des régimes et à travers des politiques économiques qui ont au moins deux caractéristiques essentielles, c'est que la souveraineté passe par les représentants, d'une part, et d'autre part, et ça c'est vraiment le propre du libéralisme, on prétend assurer la liberté de l'homme privé en le déchargeant des responsabilités des affaires publiques, en quelque sorte. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on lui garantit sa liberté individuelle, et tout en vidant de sa substance la notion de citoyen. D'ailleurs, c'est un programme qu'on retrouve dans Benjamin Constant quand il parle liberté des anciens, liberté des modernes. Exactement. Alors. C'est-à-dire les choses sont dites très clairement dans ce petit texte qu'il faut absolument lire pour comprendre aussi l'essence du libéralisme dont je parle. Quoi. Alors vous avez une belle formule à ce sujet. Vous dites, on pourrait dès lors dire que le libéralisme réel est la réalisation de la modernité telle qu'elle est née en Occident. Et vous ajoutez, alors là c'est quelque chose qui est très intéressant, la branche marxiste sorti plus tardivement de la même matrice, a échoué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que vous aurez beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah non, le marxisme, le communisme, le socialisme, ça n'a rien à voir avec le libéralisme, au sens étroit économique ou au sens large politique. » Or, en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, en première analyse, effectivement, on dirait que tous les opposent. En même temps, tous les deux prônent une forme de matérialisme. Totalement assumé, et encore plus pour le marxisme, bien entendu. Et tous les deux prônent un primat de l'économique, en fait, sur toute autre dimension. C'est-à-dire que, finalement, la société se réalise en produisant des biens. C'est-à-dire que toute idée transcendante est évacuée d'un côté et de l'autre. La différence majeure entre les deux, c'est que le libéralisme est profondément, ontologiquement individualiste, et qu'une part de collectivisme inhérent au marxiste limite les effets de l'individualisme. C'est d'ailleurs la raison essentielle qui a fait que lorsque les systèmes socialistes se sont écroulés, on a eu des sociétés qui finalement étaient restées dans leur fondement, assez ancrées sur un ensemble de vues assez traditionnelles, parce qu'elles n'avaient pas été rongées par l'individualisme radical qui s'est répandu dans les sociétés occidentales. Mais ce primat, ce rapport technique au monde, ce matérialisme et ce primat de l'économique sont finalement les deux tiges de la modernité. Oui, voilà. Deux tiges de la modernité. D'ailleurs, le marxisme, ça a été une façon d'accéder à la modernité pour des pays qui ne voulaient pas du libéralisme. Vous pensez à la Chine en particulier. La Chine en particulier, mais aussi la Russie des tsars, d'une certaine manière. Oui. Basculant dans l'URSS. Oui. Russie qui a quand même une caractéristique parmi les autres pays européens, c'est que c'est un pays qui n'a jamais connu de domination bourgeoise dans la durée. Puisqu'on est passé des tsars au
communisme. Au Soviet suprême. Et au Soviet suprême. Et ensuite, un système oligarchique, un peu plus oligarchique. Plus ou moins mafieux. Voilà. Plus ou moins... Mais qui, par contre, ne trouve pas ses racines dans le libéralisme, ce qui est l'expression, j'allais dire, de la singularité russe, mais aussi qui renforce à son tour cette singularité. Quoi. Alors, on vous opposera que, en tout cas, les défenseurs de la démocratie libérale vous opposeront que les démocraties libérales, il y a bien une démocratie, un parlement où les gens, le peuple que vous décrivez comme ayant sa souveraineté confisquée, on vous opposera que le peuple vote et élit ses représentants, oui. etc. Alors, je sais que vous allez me dire que les institutions des démocraties libérales sont faites de sorte à ce qu'ils ne puissent pas s'exprimer totalement. Mais j'ai une question un peu, est-ce que c'est pas aussi, il n'est pas responsable aussi le peuple de sa propre perte de souveraineté? Je veux dire par là, est-ce que le peuple ne vote mal et il le regrette aussitôt qu'il l'ait fait? Alors, effectivement, déjà le peuple, vous avez remarqué que la souveraineté du peuple s'exerce finalement de moins en moins, simplement parce qu'on met dans des traités ou on met dans la Constitution des choses qu'on veut retirer à la souveraineté. Mais ceux qui le font sont élus par lui. Donc, est-ce qu'ils ne votent mal? Est-ce qu'ils ne votent pas mal et après ils le regrettent et ils continuent à voter mal ils font quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils délèguent la délégation de la souveraineté. On est dans la délégation de la délégation de la souveraineté. Donc on est dans quelque chose qui, à mon sens, est totalement illégitime en réalité. Comme on n'est pas en République islamique d'Iran, où il y a une démocratie, mais seuls les barbus ont le droit de se présenter, en Europe, jusqu'à aujourd'hui, à part quelques partis interdits, il y a quand même des partis contre la démocratie, enfin qui se présentent un peu avec un programme un peu différent, plus souverainiste, etc. Mais ils ne remportent pas. C'est des programmes un peu différents, mais ce n'est pas des programmes qui mettent en cause les fondements de la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'en Iran, il y a différents types de barbus comme candidats. À l'Ouest, on a différents types de centristes comme candidats, si vous voulez. On en a aussi qui ne le sont pas. C'est un peu provocateur. Mais on en a qui ne le sont pas, mais ils ne remportent pas. Les gens ne votent pas pour eux. Sauf sous un angle qui finit en fait par être assez central et qui est très intéressant, et vous en parlez, c'est celui de l'état de droit. Parce que on constate quand même que l'un des principaux moyens de confisquer la souveraineté populaire en démocratie, ce sont des institutions non élues, comme par exemple le Conseil constitutionnel, dont l'espèce de préemption totale sur la volonté populaire est criante. C'est-à-dire que dès que vous avez une loi qui va un petit peu contre les principes de la démocratie libérale qui est votée au Parlement, Laurent Fabius ou Richard Ferrand la censurent parce que ça va contre leur agenda. Il y a le Conseil d'État, bien évidemment, et il y a le pouvoir des juges. Donc cet état de droit, sa remise à plat, si je puis dire, il est quand même dans le programme de certains partis, alors qui n'ont pas encore remporté d'élections majeures, mais en France ou dans d'autres pays, le gouvernement des juges et des institutions non élues est quand même parfois très critiqué, très contesté. C'est critiqué et contesté. On a le droit de le faire jusqu'à présent, mais je pense que de toute façon, là, on est sur un système, à mon sens, qui d'une certaine manière est à maturité, voire une maturité qui commence déjà à être avancée et qui va un peu crouler sous ses propres contradictions. Alors, parce que la démocratie libérale, quand elle s'est installée, si ce n'est pas une véritable démocratie, elle avait néanmoins et nécessairement une forme de préoccupation du peuple. On peut avoir une préoccupation du peuple, d'ailleurs, sans être démocrate. C'est pas... Aujourd'hui, on constate qu'on n'a même plus cette préoccupation du peuple. C'est-à-dire que si on prend les grandes thématiques, que ce soit sur l'Europe, sur la transition énergétique, sur l'immigration, on en trouvera d'autres, le gouvernement s'exerce à l'encontre de la volonté générale depuis des décennies. Donc ça dévoile que ça n'a rien de démocratique, puisque le démos, lui, il n'est pas favorable à ce qui est fait. S'il était effectivement souverain, ça se passerait probablement pas comme ça. Mais il y a une disjonction qui est telle aujourd'hui que les contradictions deviennent criantes. Mais je pense que c'est en germe immédiatement, en fait, dès la mise en place, juste, je finis là-dessus, du système représentatif, dans la mesure où quand on est dans l'individualisme, on garantit les libertés individuelles privées,
on a une délégation de la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire que ce que je disais, le citoyen vidé de sa substance, j'allais dire forcément c'est le débat qui va perdre là-dedans. C'est-à-dire que le droit du peuple va passer toujours derrière le droit des individus. Et ça a un effet dissolvant sur la société qui amène à une forme de fragmentation de la société et de perte de vue du peuple en tant que tel. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui que le peuple. Il y en a qui vont dire même que le peuple, ça n'existe pas. Oui. Et en même temps, la volonté d'effacement et de disparition de la culture. La culture française, ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire ce qui crée du commun. Ce qui crée le commun. Donc il ne resterait que des individus. Et tous les cadres d'appartenance devraient disparaître, malheureusement. C'est ces cadres d'appartenance-là, c'est-à-dire le peuple, la culture, qui permettent la démocratie. Le peuple, donc... perd de plus en plus sa liberté. On l'a vu, je le répète à chaque fois, pendant le Covid, c'était flagrant, mais tous les jours. Tous les jours, les libertés sont restreintes. Il le voit, il se plaint, le peuple, mais il finit toujours par voter pour ceux qui qui restreignent sa liberté. Je prends deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'était après la crise Covid, etc. Après avoir restreint encore plus que ses prédécesseurs les libertés du peuple, ils ont fini au deuxième tour par voter pour lui, tout en aussitôt qu'ils ont voté, ils se retrouvent dans la rue contre lui. Vous voyez, c'est ça que je veux soulever. Oui. Mais juste avant votre réponse, on va faire une pause et vous allez me répondre après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. On reprend donc sur ma question du peuple qui peut avoir un côté un peu schizophrène, où il vote pour quelqu'un, pour le lendemain manifester contre lui, se rendant compte qu'il lui restreint ses libertés. Mais il y a un effet du libéralisme réel là-dedans, pour partie. Et pour partie, il y a mystère aussi. Mais c'est-à-dire que quand c'est toujours l'intérêt particulier qui triomphe de l'intérêt général, et quand on fait passer le commun à la trappe, la société n'est plus qu'une lutte, j'allais dire de tous contre tous, en tout cas de groupe contre groupe, et d'intérêt partiel contre d'intérêt partiel. Donc là, ce qu'on voit, c'est le peuple n'est plus organique, on le désorganise, et on a des groupes sociologiques qui s'affrontent pour imposer leur intérêt particulier. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est intrinsèque. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une prise en main de l'influence, qui devient une industrie de l'influence, et qui est, intrinsèque à ce qu'on peut appeler, je le mets entre guillemets, le néolibéralisme. Et là, il faut aller voir Lippmann, par exemple. C'est très intéressant comment il explique avant-guerre, c'est un bouquin, c'est un auteur américain, comment finalement, l'opinion, ça se travaille, ça se fabrique, et comment on fabrique du consentement. Donc il y a quand même l'efficacité de cette ingénierie sociale-là qui est extrêmement forte, et le poids idéologique. Oui, mais y a pas que ça. Et la troisième raison pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. On ne voit pas de projet alternatif véritable. Il existait quand existait l'opposition avec les pays communistes, mais là, aujourd'hui, il n'y a aucune alternative réelle. Et la quatrième, est-ce que c'est une forme d'évolution anthropologique liée à la mise en place de ces systèmes et de ces régimes qui fait qu'on a des individus qui finalement préfèrent jouir des restes de leur liberté privée plutôt que de prendre en main leur destin? C'est peut-être ça. Effectivement, le comportement d'un certain nombre de personnes, très important, dont on a l'impression que finalement ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, de comment les choses évoluent, peut laisser songeur. Oui, est-ce que c'est pas plutôt aussi une forme, alors, soit de résignation, soit si on adopte des interprétations sur les cycles historiques, pourquoi pas, on va dire une civilisation qui arriverait à extinction de ses forces vitales et où il n'y aurait plus assez de force dans le peuple, voilà, avec un P majuscule, donc chez la plupart des gens, pour réagir et proposer, créer ou adhérer à des systèmes alternatifs. Est-ce que c'est pas une vieillesse, en fait, ou un épuisement? Alors c'est le Kali Yuga, quoi. Donc oui, voilà, on peut rien faire. Alors, je ne dis pas que c'est mon point de vue, mais je demande si on ne peut pas l'interpréter comme ça. On peut l'interpréter comme ça. Pourquoi pas? On peut faire référence à Oswald Spengler. Oui, par exemple. Moi, je pense qu'il y a un épuisement des élites.
Alors, Mais on va il y venir. n'y a pas un épuisement, je pense, du peuple tel qu'on l'imagine de manière traditionnelle, en tout cas. Au cœur de votre analyse de ce qui ne va pas dans ce qu'on appelle la démocratie libérale, vous faites une analyse des élites. Elle est absolument passionnante, en particulier quand vous faites une analyse de la raison pour laquelle la séparation des pouvoirs, que l'on dit absolument au cœur du principe démocratique moderne, ne fonctionne pas à partir du moment où, en fait, ces pouvoirs, les 3 pouvoirs avec le 4e médiatique, ces 3 pouvoirs sont occupés, en fait, par les mêmes classes et les mêmes castes. Il y a une coagulation des élites. C'est-à-dire qu'on n'a pas des élites, on a une élite. Et de ce fait-là, on peut institutionnellement séparer les pouvoirs tant qu'on veut, du moment que ce sont les mêmes partout qui détiennent les leviers. Rien de sérieux ne peut jouer de manière institutionnelle. En fait, c'est de la démocratie de connivence, en fait. C'est de la démocratie de connivence, comme il y a du capitalisme de connivence. Elle porte du capitalisme de connivence et elle porte du socialisme de connivence, puisqu'on donne aux ONG, fondations, associations et autres des prébendes, des subventions et des postes. Il y a un pouvoir qui est sur ces 3 ou 4, si on rajoute les médias, il y en a qui ont dépassé les autres, parce que on voit bien, et puis parfois elles sont en lutte entre elles, parce que c'est un peu celui qui a créé l'un, le deuxième va le manger ou prendre le dessus. Je fais allusion au pouvoir politique et au pouvoir judiciaire. Et on voit bien que le pouvoir judiciaire qui est nommé par le politique finit par se retourner contre lui. Enfin, il y a des luttes internes. Mais le pouvoir finalement le plus puissant parmi ces 4 pouvoirs, c'est celui qui n'est pas élu. Alors là, du coup, c'est parce que vous pouvez me dire que le politique est élu de manière un peu tronquée. Mais là, le pouvoir judiciaire, il n'est pas élu du tout. Et c'est celui qui a le plus de pouvoir, finalement. Pierre-Henri a rappelé il y a quelques minutes que quelles que soient les lois votées par les représentants du peuple, elles sont cassées par des gens pas élus. Alors j'ai vu que M. Rossand-Vallon avait dit que les juges étaient aussi légitimes comme représentants démocratiques que les élus. Donc vous voyez l'évolution de la pensée. Il n'y a rien à attendre de Rossand-Vallon à part... mais bon, c'est toujours bien de noter où en sont ces gens. Le pouvoir juridique tend à s'imposer aux politiques parce qu'il n'y a plus de politique. Alors pourquoi n'y a-t-il plus de politique ? D'abord, il n'y a plus de politique parce que les lieux de pouvoir sont ailleurs déjà. Ils sont ailleurs au moins à 2 niveaux parce que les organisations supranationales et l'Union européenne en particulier, et parce que au fond, le poids économique et le poids financier est tel que, de toute façon, ceux qui sont censés exercer le pouvoir d'abord n'ont ni la stratégie, ni d'ambition, ni de projet et ni de capacité d'agir. Donc, c'est ça pour vous l'épuisement des élites ? Et c'est ça, l'épuisement des élites, pour moi, il se trouve dans le nihilisme, en fait, intrinsèque des élites. D'ailleurs, Emmanuel Todd en parle très bien. Ce nihilisme, c'est finalement la perte de tout repère commun, de toute éthique commune, la centration sur la réussite matérielle et sociale, quel qu'en soit le prix, et la désertion de toute forme d'idéal vécu avec une force intérieure. Je crois que l'épuisement des élites, il est absolument là. Et c'est pour ça que cette caste-là ne pourra avoir aucun projet pour le pays ou pour la France. Ils n'ont donc pas la moindre idée, de toute façon, à part la perpétuation de ceux qui sont et de ceux qui font. Et c'est pour ça que l'Union européenne ne pourra avoir aucune stratégie ni aucun projet quelconque, puisqu'elle fera simplement que répéter les axiomes de son logiciel interne. Donc, ils vont gentiment et d'une manière ou d'une autre accompagner leur propre déclin, voire l'accélérer. Il y a un système de reproduction des élites qui empêche justement l'émergence de nouvelles vitalités ou de gens, on va dire, déviants ou dissidents par rapport à cette espèce de chape. Alors, en plus, comme Bourdieu a parlé de la reproduction des élites, la situation a empiré en termes sociologiques. Mais il y a surtout une reproduction des élites, pas tellement par les membres qui les composent, mais par l'idéologie qui les accompagne. Toute idéologie, un temps soit peu en opposition, est immédiatement évacuée. Donc, on tourne toujours sur les mêmes équations, on y apporte toujours les mêmes réponses. Et quand il y a des crises structurelles, on n'a jamais vu un pouvoir politique qui était vraiment capable d'y faire face. Parce qu'il n'a pas les instruments à sa disposition, et d'abord les instruments intellectuels pour la comprendre réellement. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que je pense que de toute façon, ces systèmes-là sont en bout de course.
ils vont se tendre, ils vont devenir peut-être plus autoritaires, ils vont déployer un certain nombre de stratégies pour assurer leur survie, mais ce ne sera que des signes de faiblesse. Il nous reste à peine 1 minute. Est-ce que, en même pas 30 secondes, vous voyez un signe d'espoir quelque part dans ce tunnel politique ? Le signe d'espoir, c'est que je pense que si émergent des pistes crédibles qui apparaissent dans des circonstances favorables, il y a beaucoup de monde dans ce pays qui est prêt à s'investir et à jouer le jeu, parce que le nihilisme des élites, c'est une chose. Je pense qu'une bonne partie du peuple n'est pas atteinte du même mal et qu'il reste suffisamment de commun, d'éthique commune, ce qui, pour reprendre une formule, ce qui tient les gens ensemble et ce qui tient les gens debout, permettent un sursaut. Merci. Franck Martini, on va rappeler les références de votre livre, donc Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire, aux éditions Godefroy de Bouillon, disponible chez tous les bons libraires et en ligne bien évidemment. Merci à tous les auditeurs. Merci, à très bientôt, et à la semaine prochaine. Merci à vous.